Monsieur Lugan, vous avez l'habitude de nous parler des Afriques, de mentionner les Afriques plutôt que l'Afrique. Est-ce que vous pourriez développer ce concept? Oui, parce que l'Afrique a un aspect massif sur la carte, mais l'Afrique est en fait divisée en une infinité de régions. Parler de l'Afrique, ça ne veut rien dire. Quel est le point commun entre les habitants de l'Afrique du Nord et les habitants de la Grande Forêt équatoriale? Quel est le point commun entre les habitants du Sahel et ceux des Hautes-Terres? Quel est la différence entre, quel est le point commun, pardon, entre les habitants de la savane et les régions des Afriques cloisonnées? Il y a des terres, et sur ces terres, il y a des peuples. Il est évident que le milieu va conditionner l'activité des hommes en société et l'action des hommes en société. Il est bien évident que si l'Égypte s'est développée, si l'Égypte a créé cet empire extraordinaire et millénaire, c'est parce qu'il y avait une condition géographique qui n'est pas la condition de l'Afrique équatoriale. Il est bien évident que dans le Sahel, comment se créent les grands empires à partir du 10e, 11e, 12e, 13e siècle et jusqu'au 19e siècle, c'est parce qu'il y a des conditions particulières dans une Afrique particulière qui ne sont pas les conditions de l'Afrique australe ou de l'Afrique du Golfe de Guinée. Donc, humainement, géographiquement, historiquement, ethnographiquement, parler de l'Afrique, c'est une vision totalement européocentriste, c'est une vision qui est une vision massificatrice et qui est une violation de la réalité africaine. Alors moi, je suis un ethnologue géographe, historien. Je suis d'abord, peut-être avant tout, géographe. Donc pour moi, c'est le milieu, la terre. Et ensuite, les hommes, c'est-à-dire le côté, l'approche ethnographique. La terre, les hommes, et mon approche historique va venir couronner cela. Mais elle n'arrive qu'après. La terre, les hommes, comme disent les Britanniques, enfin les Anglo-Saxons, the land and the people, la terre et les hommes. Et ensuite, comment, à travers le temps, à travers la longue durée, les hommes ont-ils agi ou ont-ils réagi par rapport aux contraintes du milieu? Voilà, c'est ça mon approche de l'Afrique. Le reste, c'est une approche totalement idéologique qui n'est pas la mienne. Très bien, alors je pense qu'on va rebondir sur un extrait de votre ouvrage, l'histoire de l'Afrique. Au lendemain des indépendances, le continent africain connut des crises liées à la question de la définition de l'État, à l'incontrôlable essor démographique, à l'échec économique et commercial, à l'impuissance des organisations panafricaines et à l'apparition de nouvelles formes de conflictualité. Leur interprétation fut régulièrement faussée en raison du poids des idéologies alors dominantes, et vous évoquiez le mythe universaliste du vivre ensemble. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je ne suis pas du tout universaliste. Je laisse l'universalisme aux philosophes, aux religieux. L'ethnologue que je suis voit en Afrique des populations, des peuples différents. Et chaque peuple a son génie propre. Et son génie propre s'exprime dans une culture ou une civilisation. Il est bien évident que les populations BT de la Côte d'Ivoire, qui sont des populations forestières, vont avoir une autre conception de l'existence que les populations Maasai, qui elles vivent dans des immensités ouvertes. C'est une réalité mais qui est universelle. En France, le Vendéen qui vivait dans son bocage n'avait pas la même conception de la vie en société que l'habitant de la Beauce qui vivait dans une nature d'open field, n'est-ce pas? Donc ceci est une profonde réalité. Moi je pars toujours de ce réel. Alors vous me posiez une question en résumant une de mes phrases sur les crises africaines du lendemain des indépendances. Oui, la grande difficulté en fait, la grande difficulté c'est que les Occidentaux ont une approche qui est économique. Tout est économique. Je ne dis pas que l'économie n'a pas d'importance, mais aucune guerre africaine ne fut économique. Aucune guerre africaine depuis l'indépendance n'éclata par les motifs économiques. Les motifs économiques furent le carburant qui entretint cette guerre. Comme dit, je suis cavalier, comme on dit en équitation, ce n'est pas ce qui déclenche le galop, c'est ce qui entretient le galop. Mais le galop n'est pas déclenché, la crise n'est pas déclenchée par l'économie. La crise africaine, les crises africaines, parce que les crises africaines sont toujours déclenchées par le substrat ethno-politique, qui peut être présenté de la manière suivante. Soit les populations sont éclatées par les frontières artificielles, soit plus grave, des populations qui ont des contentieux historiques se retrouvent être obligées à vivre ensemble à l'intérieur de frontières artificielles. C'est peut-être plus grave que l'éclatement. On s'arrange plus d'une séparation que d'un vivre ensemble obligatoire. Et ceci est accentué par la démocratie, qui est la cause fondamentale des guerres africaines. La démocratie, c'est ce qui explique toutes les guerres africaines. Parce que la démocratie en Afrique est ethnique. C'est ce que j'appelle l'ethno-mathématique. Il n'est pas nécessaire de faire des sondages.
il n'est pas nécessaire de faire des élections. À 1% de près, on annonce toujours le résultat des élections en Afrique, tout simplement parce qu'il y a là une réalité qui est une réalité ethnique, l'ethno-mathématique. Le pouvoir est donné aux plus nombreux. Les plus nombreux gagnent forcément les élections. Ce qui fait que les moins nombreux sont face à deux possibilités. Soit ils acceptent la suggestion et la domination des plus nombreux, soit ils contestent ce pouvoir par la guerre. Prenons un exemple très simple. Le génocide du Rwanda, par exemple, est la conséquence directe de la démocratie. Pour quelle raison? 90% de Hutus, 10% de Tutsis. En 1955, 56, 58, au moment de l'indépendance, la Belgique et l'Église catholique vont obliger les Tutsis qui sont minoritaires et qui tiennent le pays et qui ont construit le pays à participer, à pratiquer les élections. Ce qui fait que les Tutsis vont dire aux Belges, mais si nous mettons les élections comme système de gouvernement, nous allons perdre le pouvoir, puisque les Hutus sont 90% et que nous ne sommes que 10%. Et les Tutsis sont obligés de passer par là. Résultat, ils perdent le pouvoir, ils se font massacrer, ils partent en exil, et à partir de 1990, depuis l'Ouganda, ils tentent de reconquérir le pays. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir militairement, alors qu'ils ne sont toujours que 10%. Et entre-temps, il y a eu un génocide. Et ceci se retrouve partout. Ceci se retrouve au Mali. La question du Mali est très simple. Le Mali, vous avez 95% de la population qui est sudiste. Et vous avez 5% de la population qui est nordiste, dont les Touaregs. Il est bien évident que dans un système électoral, les 5% ou les 10% de nordistes pèseront toujours moins que les 90% de sudistes. Donc, toute la question est la suivante, et on en revient à l'universalisme et à l'individualisme. Moi, je ne dis pas que la démocratie est impossible en Afrique, pas du tout. Je dis même que l'Afrique est un continent très démocratique, dans la mesure où, dans le système traditionnel, la palabre était véritablement l'archétype de la démocratie telle qu'elle est souhaitable, avec les citoyens, ceux qui ont droit à la parole, qui prennent la parole, et en fait, ensuite, le chef qui tranche. Je ne dis pas que la démocratie est impossible en Afrique, je dis que la démocratie individuelle est assassine pour l'Afrique. Ce que moi je propose, c'est une démocratie, non pas du one man, one vote, mais une démocratie par groupe. Alors à ce moment-là, l'on peut peut-être essayer de construire quelque chose. Parce que refaire une carte de l'Afrique en remaniant les frontières, cela va régler quelques problèmes, mais ça ne réglera pas l'ensemble des problèmes, car nous avons un tel enchevêtrement ethnique qu'il n'est pas possible de donner à chaque peuple un territoire. Vous avez des ethnies qui sont excessivement minoritaires par rapport à d'autres. Donc le système, c'est un système qui consiste à repenser la représentation électorale. Oui, mais quelle est l'ethnie majoritaire au pouvoir qui sera suffisamment masochiste pour accepter de céder sa rente de domination démocratique pour faire plaisir aux moins nombreux? Ce n'est pas possible. Donc nous sommes dans une impasse complète. Et chaque crise africaine qui voit comme solution proposée les élections est une crise qui se met en sommeil de façon à se rallumer. Regardez ce qui s'est passé au Mali. La guerre a repris. Et la guerre ne pourra que reprendre. Alors dans l'affaire du Mali, l'islamisme n'est qu'un nuage de fumée. Le fond du problème malien n'a jamais été l'islamisme. L'islamisme, c'est la surinfection de la plaie. Et quelle est la plaie? C'est la plaie ethnique ou raciale. L'opposition entre les populations nordistes et les populations sudistes. Et là-dessus sont venus se greffer les islamistes. Aujourd'hui, les islamistes ont été balayés par l'intervention française de l'opération Serval. Les Ifora ont été nettoyés par les troupes françaises. Il n'y a plus d'islamistes. Mais la guerre a repris. Elle a repris pourquoi? Parce que les sudistes, qui avaient été battus par les Touaregs au début du mouvement, ont voulu profiter de la présence militaire française pour reprendre le contrôle du Nord. Les Touaregs avaient dit « vous ne monterez pas à Kidal ». Le Premier ministre est monté à Kidal samedi dernier. Les Touaregs sont intervenus et la guerre a repris. Et militairement, les Touaregs ont une fois de plus culbuté l'armée malienne. Donc nous sommes là face à une réalité qui est une réalité que l'on ne peut pas nier. Mais comme nous vivons dans un monde d'idéologues, pour lesquels la démocratie est la solution, l'élection est la solution, eh bien l'on ne peut pas régler ces problèmes.
Très bien, alors on va rebondir puisque vous reléguez au second plan, disons, la dimension économique des conflits, et que vous rappelez qu'ils s'inscrivent souvent dans une permanence, dans une longue durée, dans une résurgence, que les zones sont essentiellement les mêmes depuis la nuit des temps. Vous avez notamment écrit un article dans lequel vous expliquez qu'en Centrafrique, ce ne sont pas les chrétiens qui ont provoqué le chaos. J'aimerais que vous nous expliquiez en quoi est-ce pertinent, dans le cas précis de la Centrafrique, de désigner disons, les bourreaux, les victimes ou les résistants s'ils s'inscrivent justement dans des conflits de longue haleine. Le cas de la RCA est très particulier. Le cas de la RCA juxtapose, c'est un millefeuille de conflits. D'abord, la RCA, c'est un non-État, l'ancienne Ubangui-Chari. Et lorsque les Français arrivent, donc à l'extrême fin du XIXe siècle et au tout début du XXe siècle, tout l'est de la Centrafrique a été dépeuplé par les esclavagistes arabo-musulmans venus du Soudan. Cela va durer jusqu'en 1911, avec la mort des derniers esclavagistes qui vont être tués par les troupes françaises. Donc toute la partie nord-est de la Centrafrique était un vivier humain pour les esclavagistes qui venaient du Soudan. Donc il y a un contentieux historique énorme entre les populations. Et les populations du Sud ont inscrit dans leur longue mémoire ce qui se passait au XVIIIe, au XIXe siècle, avec les raids esclavagistes, etc. Ça, c'est un premier problème, qui est le problème de la longue durée, de la longue mémoire. Là-dessus vient se greffer le non-État centrafricain. Et ce non-État centrafricain a tenu de briques et de broc tant qu'il y a eu une présence militaire française. Or, la grande erreur qui a été commise, elle a été commise sous le président Sarkozy, ça a été de retirer les implantations militaires que la France avait dans le nord de la RCA, notamment la zone de Birao, la zone des 4 frontières. Le président Sarkozy n'avait aucune vision africaine, le président Sarkozy voulait démanteler les bases françaises, et peut-être qu'au fond de lui-même, il pensait passer la main aux Américains pour s'intéresser à d'autres champs d'opération. Quoi qu'il en soit, le retrait français dans l'extrême nord de la RCA a ouvert la brèche, la faille qui mène jusqu'à Sibut, et qui mène jusqu'au fleuve, qui mène jusqu'à cette Afrique qui, au siècle précédent, était l'Afrique des raids esclavagistes. Le pays des esclaves s'appelait, les arabo-musulmans du Soudan appelaient cette zone le pays des esclaves. Et ces populations du Nord, qui se sont tout petits groupes humains, 5% de la population par rapport au reste de la population de Centrafrique, ont profité donc de cette anarchie, de la faiblesse du pouvoir, pour lancer un raid sur Bangui. Il faut bien voir que plus de la moitié des effectifs de ces raids, de la Séléka, étaient composés de Soudanais. Qui étaient ces Soudanais? Les descendants des rasures d'esclaves du XIXe siècle. Et très exactement, ceux qui avaient mis quelques années auparavant le Darfour et le Sud-Soudan en coupe réglée. Les Janjaouides, c'est-à-dire les supplétifs arabo-soudanais qui avaient été envoyés par le gouvernement soudanais contre le Darfour qui s'était soulevé et contre les Sud-Soudanais qui s'étaient soulevés, eux, depuis les années 1955-56. Donc ils sont arrivés à Bangui et ils ont pillé Bangui. La population du Sud, qui est en totalité chrétienne, a constaté que ces bandes de Séléka qui arrivaient dans les villes de Centrafrique pillaient ce qui n'était pas musulman, en laissant tranquilles les magasins musulmans, les petits noyaux de population musulmane. Et pour ces populations, l'idée, qui est une idée fausse, mais c'est telle qu'elle a été perçue par elles, était que les musulmans de Centrafrique étaient les complices, même les collabos, disaient certains, de ces bandes du Séléka. Et ces bandes du Séléka vont ajouter à un millefeuille ethnique un élément de plus qui est un élément religieux, alors qu'il n'y avait jamais eu en RCA de position religieuse. Pour une raison très simple, il n'y a pas de musulmans en RCA. Les 2-3% de musulmans indigènes, locaux, vivaient dans le nord. Et les populations musulmanes qui atteignaient 12 ou 13% n'étaient pas des Centrafricains. C'était des Tchadiens, c'était des Nigériens, c'était des Sénégalais, c'était des gens qui venaient de toute l'Afrique de l'Ouest. Donc ce sont des musulmans extérieurs. Et à tort ou à raison, les chrétiens
qui ont passé 6 mois dans une situation épouvantable, qui se sont fait massacrer, ont cru que les musulmans de Centrafrique étaient les complices du Séléka. Ce qui fait que quand l'armée française est arrivée, ça a redonné du courage à ceux qui subissaient, c'est-à-dire les chrétiens, et qui se sont vengés sur les musulmans qui étaient innocents, ou pour la plupart innocents, des crimes que leur prêtaient les chrétiens. Voilà la situation, qui est très simple. Et là, la grande erreur politique qui a été commise par les autorités françaises, car c'est une erreur politique majeure, il y a eu 2 erreurs politiques majeures. Il fallait, fin 2012-2013, bloquer le Séléka quand il avançait sur Bangui. C'était très simple, il suffisait de parachuter, comme nous l'avions déjà fait 3 fois auparavant dans cette région, il suffisait de parachuter, de prendre possession de Birao, de façon à bloquer complètement l'axe qui descendait vers Bangui. Et deuxièmement, il fallait donner aux hommes de Sangaris une mission claire. Leur dire, voilà l'ennemi, voilà l'ami. Car il est bien évident que l'opération Sangaris a été lancée pourquoi ? Pour défendre les populations chrétiennes qui se faisaient massacrer par le Séléka. Et ensuite, comme nous vivons dans un monde sans mémoire, eh bien, l'on a attribué aux chrétiens du Sud les massacres qui sont réels. Mais il faut bien voir que ces massacres étaient des massacres qui intervenaient en réaction aux premiers massacres qu'avaient subis les chrétiens. Donc voilà, c'est une situation compliquée dans la mesure où nous voyons que maintenant, une faille religieuse est venue s'ajouter à un problème ethnique. Donc, une raison de plus, l'économie n'est toujours pas présente dans cette explication, n'est-ce pas ? Donc on a plusieurs acteurs qui jouent, peut-être malgré eux, parfois une partition qui peut les dépasser. Qui peut devenir le chef d'orchestre dans la région ? Il n'y a pas de chef d'orchestre. Non, il n'y a pas de chef d'orchestre. Moi, je ne suis pas du tout dans la théorie du complot, ni dans la théorie du chef d'orchestre clandestin. Je crois qu'il y a, comme il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Il va se trouver que des connivences vont exister, que des alliances vont exister, que des associations vont exister. Mais je ne vois pas de chef d'orchestre dans toute cette région. Non, il va y avoir, à partir d'un certain moment, et là c'est le grand problème, car si nous prenons tous les conflits qui se déroulent à la fois sur la ligne de fracture sahélienne et sur l'arc de conflit de l'Afrique centrale, nous voyons que du Mali à la Somalie, en passant par le Niger, le Nigeria, la Centrafrique, etc., il y a des conflits qui sont totalement différents les uns des autres. Ils sont totalement différents. Le danger serait qu'il y ait une coagulation entre un certain nombre de ces conflits. Donc la stratégie qui est à suivre est très simple, et c'est celle que j'explique toujours lorsque j'interviens en enceinte militaire, c'est comment cloisonner ces conflits, comment éviter que la contagion se fasse. Et dans le dernier numéro de l'Afrique réelle, j'ai publié une carte en montrant quels étaient les 4 grands verrous de l'Afrique centrale et sahélienne, 4 grands verrous qu'il faut absolument militairement tenir pour éviter une éventuelle coagulation entre ces conflits. Mais je ne crois pas du tout à, à une main cachée Il peut y avoir des intérêts contradictoires, il peut y avoir des intérêts à la déstabilisation, ici ou là, mais là encore, ces conflits sont tous nés de causes locales et spécifiques. Vous critiquez ouvertement le système des ONG, la volonté humanitaire occidentale, souvent désorganisée, et aussi l'idéologie au nom de laquelle elle apporte une certaine aide à l'Afrique. Comment vous pouvez imaginer, en parallèle aux actions internationales, une aide ou un soutien à l'Afrique par le biais, par exemple, d'ONG, et au nom de quoi, si ce n'est pas au nom de l'idéologie dominante des droits de l'homme ? Moi, je suis très, vraiment sur l'arrière-main concernant les ONG, sauf les très grandes. L'Ordre de Malte, la Croix-Rouge, etc. Bien sûr, ça c'est tout à fait valable. Mais le reste, ce sont souvent des petits projets avec des petits moyens et des gens qui viennent souvent au moment où, dans les pays d'Europe, les frimas d'automne arrivent et qui viennent passer l'hiver sous des climats un peu plus chauds, mais qui viennent surtout projeter en Afrique la question du règlement de leurs propres problèmes. La plupart de ces gens sont des gens qui sont, pour parler vulgairement, qui sont mal dans leur basket,
encore en termes d'équitation, qui n'ont pas encore trouvé le fond de leur sel, n'est-ce pas, et qui exportent leurs problèmes en Afrique en essayant d'aller au secours de plus malheureux qu'eux. Je suis très critique. Je vous donne un exemple de critique d'ONG qui est tout à fait frappant. La question du Sud-Soudan. Vous avez à l'heure actuelle un problème frontalier entre le Nord-Soudan et le Sud-Soudan, dans le triangle d'Abwey. Pourquoi y a-t-il ce problème ? Le triangle d'Abwey qui est peuplé par des Dinka, donc par des Sud-Soudanais, qui n'a pas été rattaché au Sud-Soudan. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un grand remplacement de population. C'est-à-dire que des populations arabes du Nord sont venues s'installer dans le triangle d'Abwey. Pourquoi ? En raison de l'action d'une ONG américaine. Alors on va dire, les Américains ont organisé l'affaire pour semer la pagaille. Non, c'est par idéalisme. Quel est le fond du problème ? Depuis la nuit des temps, les pasteurs arabes du Nord-Soudan venaient vers cette région d'Abwey, après la période des récoltes, pour se rapprocher du fleuve et pour faire paître leurs troupeaux sur les restes de culture des sédentaires Dinka. Tout le monde trouvait son compte. Les sédentaires Dinka, parce que leurs champs étaient fumés par le bétail, et les pasteurs arabes du Nord, parce qu'ils passaient la saison sèche près du fleuve, leur bétail ne mourait pas de faim, ne mourait pas de soif. Sont arrivées des ONG américaines qui ont mis en avant l'idée du service. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Quelle fut l'analyse de ces ONG américaines ? Mais c'est incroyable, ces pauvres pasteurs qui viennent du Nord manquent d'eau. Alors qu'allons-nous faire ? Nous allons leur creuser des puits. Donc, les ONG américaines ont creusé des puits, mais sur le territoire des Dinka. Ce qui fait que ces pasteurs nordistes ne sont plus repartis. Pourquoi repartir ? Puisqu'ils avaient des points d'eau sur place. Ce qui fait qu'ils se sont sédentarisés sur la zone Dinka. Là-dessus, le pouvoir de Khartoum s'est dit, mais c'est formidable. Cette zone d'Abwey, le triangle d'Abwey, qui est une zone pétrolière riche, va être détachée du Nord-Soudan pour être attachée au Sud-Soudan, parce que les Dinka sont majoritaires. Donc là-dessus, ils ont poussé d'autres populations arabes à venir s'installer sur zone. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand le référendum aura lieu, la région va être attachée au Nord-Soudan, parce qu'il y a eu le grand remplacement de population. Et ceci s'est fait par l'action des ONG américaines, qui au départ ont initié le problème en pensant rendre service à tout le monde en creusant des puits. En creusant des puits, eh bien, ils ont creusé surtout un conflit qui n'en sortira jamais. La population du coin n'en sortira pas. Voilà un exemple. Alors pourquoi ? Pourquoi cette erreur ? Parce que ces ONG font un peu comme le SAMU qui arrive, qui a un accident sur l'autoroute. Quand il y a un accident sur l'autoroute, le SAMU arrive et ne cherche pas à savoir qui a provoqué l'accident. On sauve les gens. Après, il y a une enquête policière qui est faite. Eh bien, ces gens, des ONG, arrivent avec leur bonne conscience, avec leurs certitudes humanitaires, dans la méconnaissance totale du terrain, dans la méconnaissance totale des populations, et viennent appliquer un remède qui, dans l'absolu, est peut-être un bon remède, mais qui provoque des catastrophes. Et ça, je pourrais vous donner des centaines d'exemples. L'Afrique doit se débarrasser des ONG. Priorité numéro 1, mettre à la porte les ONG. Mettre à la porte tous ces petits blancs qui viennent exporter leurs problèmes en Afrique et qui s'imaginent qu'ils vont apprendre aux Africains à cultiver un sol qu'ils cultivent depuis le néolithique. Alors, comme vous aimez à le dire, les Africains ne sont pas des Européens pauvres à la peau noire, et vous évoquez notamment la notion de groupe très présente en Afrique, la notion du futur, le rapport à l'au-delà, la coutume ancestrale, et notamment le rapport à la terre, qui est difficile pour nous occidentaux de conceptualiser, nous qui sommes habitués à concevoir un État-nation. Oui, il y a deux questions qui se posent. Disons, la question de l'universalisme et des différences. Moi, à la limite, allons plus loin. Moi, je ne connais pas l'homme. Je laisse l'homme aux philosophes et aux religieux. Moi, je connais les hommes. De même que je ne connais pas l'arbre. Moi, je ne sais pas l'arbre. Je ne sais pas ce que c'est. Je connais le cerisier, je connais le noyer, je connais le chêne. Vous voyez, c'est une approche qui est différente. Le reste, c'est un domaine philosophique. Là, ma réflexion est une réflexion d'ethnologue.
Je constate, je suis un scientifique, c'était la science expérimentale. Le reste, c'est du domaine de la philosophie ou de la religion. Alors là, on peut avoir une toute autre approche dans ce domaine-là. Mais si l'on mélange les deux, l'on arrive à la catastrophe, notamment en Afrique. Donc, les Africains ne sont pas des Européens pauvres à la peau noire, ça veut dire quoi? Cela veut dire que s'ils ne sont pas des Européens pauvres à la peau noire, les recettes que nous avons appliquées en Europe et aux États-Unis pour le développement ne sont peut-être pas licites. Car jusqu'à présent, que sous-tend ma phrase? Elle sous-tend que depuis 50 ans, nous avons noyé l'Afrique sous les aides, nous avons déposé des tonnes d'engrais au pied des pousses, mais elles n'ont pas poussé. Pourquoi? Parce que nous avons voulu greffer un chêne sur un palmier. Et là, ça ne marche pas. Il y a donc des milieux qui sont différents, et les milieux étant différents, les remèdes et les solutions sont différentes. Les Africains ne sont pas des Européens pauvres à la peau noire, non, ce sont les héritiers de vieilles civilisations, de grandes cultures, et leur développement et les solutions africaines ne peuvent passer que par la prise en compte de ces cultures, et non pas par le plaquage de nos idéologies. Surtout l'individualisme. La grande distinction entre les sociétés africaines et nos sociétés occidentales, c'est le communautarisme du côté africain, l'individualisme du côté occidental. Mais attention, attention, l'individualisme n'est pas tombé du ciel, ou plutôt si, il est tombé du ciel avec l'étape de la loi démocratique et les révolutions européennes. Nos sociétés occidentales ne furent pas toujours individualistes. Nous étions dans un monde de solidarité, nous étions dans un monde de corps intermédiaires, nous étions dans un monde d'éléments qui s'appuyaient les uns sur les autres. Nous sommes devenus individualistes au forceps. D'abord, la réforme qui a rompu l'unité religieuse de l'Europe. Ensuite, les révolutions philosophiques, les philosophes, le XVIIIe. Ensuite, la Révolution française. Ensuite, les révolutions industrielles. Ensuite, la destruction de notre passé en Europe, car l'évolution actuelle fait que les Européens ne savent plus d'où ils viennent, ils ne savent plus d'où ils vont. Parce qu'en Afrique, on a la longue mémoire. Hein, souvenez-vous ce que dit le proverbe africain, si tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens. Les Européens ne savent plus d'où ils viennent. Moi, je demandais toujours à mes étudiants du temps où j'étais professeur d'université, au début de l'année, j'avais des amphis de 300 étudiants, on dit qui est capable parmi vous de me citer, donner les noms et les prénoms de vos arrière-grands-parents. À part quelques familles dans lesquelles on cultive la tradition familiale, personne. Tandis que je demandais à n'importe quel Africain dans l'amphi, levez-vous, et l'Africain me récitait sa généalogie. Vous me direz, il y a une tradition de culture orale, mais il y a surtout chez nous la suppression du passé. Et tout est fait pour supprimer le passé. Tout est fait pour faire des Européens, des Occidentaux, des robots, des citoyens robots d'un monde universel qui va se terminer par la grande consommation et par l'idéologie unique. En Afrique, non. Voilà le problème. On en revient toujours à la même question. L'universalisme contre l'enracinement, le cosmopolitisme contre l'enracinement. Et les Africains ne sont pas des gens déracinés. Il y a encore des sociétés africaines, et le tréfonds de la mentalité africaine, est une mentalité communautaire, la vie de groupe. Et on en revient à la démocratie. Parce qu'à partir du moment où vous constatez que la définition sociologique fondamentale, c'est le groupe, il est bien évident que la démocratie individuelle du one man, one vote va casser le groupe, au risque de casser le groupe, et risque de traumatiser, et va traumatiser l'Afrique. Donc, moi je dis toujours aux Africains, décolonisez-vous mentalement. Vous n'êtes pas décolonisés. Vous n'êtes pas décolonisés. Vous adoptez toutes les modes que vous imposent les Européens, les Américains, les modes de consommation, les modes philosophiques, les modes vestimentaires, les modes littéraires. Décolonisez-vous, revenez à vos racines, envoyez paître les fondés de pouvoir qui vous dirigent et qui ne sont que les fondés de pouvoir de la Banque mondiale et du FMI. Faites votre véritable guerre d'indépendance, c'est maintenant, autrement vous allez périr. Dernière question, Bernard Lucan. Est-ce que vous êtes expert pour le tribunal pénal international pour le Rwanda? Est-ce que vous
considérait que c'était une institution légitime, nécessaire en Afrique, et est-ce elle sera efficace dans le cas de la Centrafrique? D'accord. Est-ce que vous envisagez la mise en place d'un tel tribunal pour le cas centrafricain? Et est-ce que... Ah, moi, je n'envisage rien du tout. Moi, je ne suis pas membre de l'ONU, je ne suis pas le président de la République. Je considère que cette justice qui est faite de l'extérieur, c'est comme le tribunal pour la Serbie, pour l'ex-Yougoslavie, à mon avis, est un tribunal qui, pour moi, est illégitime. Demain, imaginons que nous ayons une guerre en France, une guerre civile en France, je n'accepterai pas que l'on vienne juger les uns et les autres de l'extérieur. Les problèmes qui sont réglés se règlent parce qu'il y a un contentieux historique, parce qu'il y a un enchaînement, parce qu'il y a des phénomènes qui dépassent complètement ces juristes internationaux, complètement interchangeables. Alors aujourd'hui, nous allons siéger dans le tribunal pour le Rwanda, demain nous allons siéger dans le tribunal pour le Sri Lanka. Non, cette justice désincarnée, postulé universel, et l'on retombe toujours sur l'universalisme, et l'on retombe toujours sur les droits de l'homme, l'on retombe toujours sur toutes ces idées totalement désincarnées, qui sont des idées nées dans une petite minorité de la population mondiale. Toutes sont nées dans ce cap européen ou dans cette projection de l'Europe que sont les États-Unis. Ce sont des idées totalement héritières d'une histoire européenne. Je vous donnais les grands cycles qui mènent vers cet individualisme et qui n'ont rien à voir avec les philosophies et les organisations politiques de l'immense majorité de la planète. La Chine fonctionne sur un autre système, l'Inde fonctionne sur un autre système, l'Extrême-Orient fonctionne sur un autre système, l'Afrique fonctionne sur un autre système, la Russie fonctionne sur un autre système. Mais les Européens, persuadés qu'ils ont reçu les tables de la loi de la démocratie universelle et des droits de l'homme, veulent imposer cette idéologie mortifère à l'ensemble de la planète. Et c'est une idéologie qui est mortifère.